Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, regardez le média sur YouTube, sur notre site internet lemediatv.fr et désormais sur le canal 165 de la Freebox, car oui, on nous a déménagé. Passe le message à ton voisin, canal 165 de la Freebox, et c'est l'heure du fond de l'info avec notre analyste politique Paul Hellec. Salut Paul. Salut Théo. Alors après une longue attente et des fausses rumeurs de fumée blanche macronienne, notre bien-aimé président de la République a sorti un nom de son chapeau. Confirmé de façon officielle, Emmanuel Macron demande à Michel Barnier de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. Ce sont les mots employés il y a quelques instants par l'Élysée. Quelle est la signification politique de la nomination de Michel Barnier par Emmanuel Macron ? Moi, je dirais que si la possibilité d'un gouvernement technique existait sous la Ve République, l'option Michel Barnier représenterait cette option, mais sous la forme d'une farce, puisqu'on sait bien entendu qu'il ne s'agit pas, comme dans un gouvernement technique, d'une nomination d'un technocrate ou d'un haut fonctionnaire sans couleur politique, mais bien entendu d'un homme qui a été marqué par un parcours à droite, sur lequel on va revenir. Mais c'est encore, en tout cas, le fait qu'il ait fait une carrière au sein de l'Union européenne, notamment en ayant occupé plusieurs postes de commissaires européens, ça permet de donner cette idée qu'on nomme un personnage compétent. Donc c'est pour ça que je veux dire farce de gouvernement technique. En gros, on nous explique qu'il n'avait pas le choix que de nommer quelqu'un qui soit en dehors de l'arène des partis. Or, il en est. Et on essaye de faire passer la pilule avec ce genre de profil pour attirer le regard sur son côté serviteur de l'État plutôt que sur son côté carrière politique réactionnaire. Justement, en parlant de carrière politique, peux-tu nous brosser un portrait politique de Michel Barnier ? Alors, pour faire cet exercice, moi je dirais qu'il faut partir du fait que Michel Barnier, il coche toutes les cases en fait pour pouvoir satisfaire à peu près tout le monde au sein de l'alliance qui est en train de se forger, une espèce d'arc réactionnaire qui se fait de la Macronie jusqu'au Rassemblement national, et il offre différents avantages. D'abord, pour Emmanuel Macron, qui est quand même quelqu'un qui aime rester central dans sa pratique du pouvoir, c'est quelqu'un qui ne va pas lui faire de l'ombre. C'est une personne qui a 73 ans, sa carrière est derrière lui. Ils peuvent vraiment viser mieux plus tard. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a tenté de se présenter devant de la scène nationale, c'était à la primaire des Républicains pour présenter un candidat à la présidentielle. Et il avait échoué à faire plus de 23 ou 24% à l'intérieur même de son parti. Donc, c'est quelqu'un qui une position très, très réactionnaire. Absolument. Et donc, il était en concurrence, il faut le noter aussi, avec Éric Ciotti à l'époque, qui était pas mal dans le style. Donc, à mon avis, de ce point de vue-là, pour Macron, c'est très pratique. De l'autre côté, c'est un homme de droite qui s'est fait remarquer par ses prises de position extrêmement réactionnaires. C'est-à-dire que si on regarde dans sa carrière, y compris quand il était député, en dehors du fait qu'il a voté pour l'abolition de la peine de mort en rompant une discipline de vote de l'époque avec la droite. Il a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité en 81, contre le remboursement de l'IVG en 82 par la Sécurité sociale. C'était une proposition de l'époque. Il a également proposé, dans le cadre de la primaire qu'on évoquait, la suppression de l'aide médicale d'État, de la sortie du cadre réglementaire plus ou moins qui existe déjà dans le cadre de l'accueil des personnes en exil sur le continent européen. Il a également proposé l'allongement de la durée du temps de travail, de repousser la retraite à 65 ans, voire 67 selon les périodes. Donc c'est un homme politique de droite qui représente l'allié naturel de la Macronie après déjà 7 ans de pratique du pouvoir à droite. Et toujours cette stratégie du macronisme qui a été de, sortant du social-libéralisme originel qui lui a donné son nom et son programme en 2017, venir récolter l'électorat de droite pour construire une base sociale, une coalition électorale qui le porte et qui permette à son gouvernement de mener une politique et de recevoir en retour un soutien électoral ou idéologique d'une partie de la société française. Alors, quels sont les effets tectoniques de cette nomination dans ce qu'on peut appeler le cartel des droites françaises ? J'ai parlé de Renaissance, de la droite républicaine et du RN. Commençons par Renaissance. L'aile progressiste menace, a déjà créé une boucle Telegram pour s'organiser ou peut-être se consoler, pour faire une sorte de thérapie de groupe. Mais ira-t-elle plus loin ? Peut-elle aller plus loin ?
Effectivement, cette aile progressiste, si tant est qu'elle ait véritablement une existence réelle, en dehors de quelques personnalités comme Sacha Houlié qui la représentent, ce sont, si on veut, les historiques de ce que je disais tout à l'heure, ce petit arrangement social-libéral qui est sorti de l'aile droite du PS, de l'ancien réseau des Strauss-Kahniens, comme on disait à l'époque, et qui a avalé des couleuvres pendant tout le quinquennat, mais qui a toujours eu, à certains moments, la prétention de représenter une version progressiste du macronisme, ou en tout cas sa version la plus progressiste. Et ils sont là bien embêtés, parce que déjà, la loi immigration avait quand même scellé le deal de cette alliance que l'on voit arriver entre toutes les nuances de droite autour de la xénophobie, l'autoritarisme et un programme néolibéral d'austérité. Mais là, ils ont en plus le symbole de la nomination. C'est-à-dire que quand Gabriel Attal était à Matignon, c'était l'un des leurs, il était un représentant de ce courant-là, même s'il appliquait une politique réactionnaire. On se rappelle de la rentrée particulièrement islamophobe sur la chasse à l'abaya, mais au moins c'était l'un des leurs. Là, ils sont devenus, en dehors du ridicule de leur position, périphérique. Et donc, je pense que c'est une difficulté particulière pour eux et que, en vérité, le bloc macroniste a explosé. C'est-à-dire que le fait est, on a oublié que pendant le premier quinquennat, il y avait quand même une majorité seule des macronistes qui permettait à la Chambre, enfin au Parlement, d'être une chambre d'enregistrement de la politique de Macron, et que là, au contraire, parce que le macronisme est en crise, en tout cas que le temps d'Emmanuel Macron semble passer, il y a une fragmentation interne et qu'on voit ces gens-là sans doute miser sur l'avenir en se disant, dans la recomposition de la droite, en tout cas la recomposition de ce qui va arriver après le macronisme sur la scène politique, la droite va essayer de recréer un parti de droite. Ça, c'est plus ou moins l'option d'Édouard Philippe. Et de l'autre côté, eux, ils vont essayer de faire vivre cette espèce d'antenne, sans doute peut-être à terme en tendant la main à des Bernard Cazeneuve ou d'autres gens comme ça. Donc, quelque part, le macronisme est mort. Oui, le macronisme est mort, mais il faut l'achever. C'est un peu le paradoxe de la situation. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la centralité d'Emmanuel Macron, elle existe encore quand il organise ce coup de force en nommant un Premier ministre qui est issu d'une formation qui a fait 5,4%. C'est quand même sa centralité, parce qu'il reste le président de la République et que rien ne le force à la démission. Néanmoins, sa capacité à gouverner le pays, elle est de plus en plus liée à... on va dire, faire un pacte avec le diable, en tout cas avec l'extrême droite. C'était déjà ce qu'il avait fait, mais avec une certaine maîtrise pendant le deuxième quinquennat. La loi immigration, finalement, c'était de son fait, de sa pratique politique. Là, il est en difficulté, et donc du coup, la question, c'est... comment il est poussé vers la sortie, ou en tout cas, comment il est décentré de la politique. Et ça dépend de qui va s'emparer vraiment de cet arc en constitution, encore une fois, l'arc réactionnaire de la Macronie au RN, qui va être la force centrifuge de cette alliance. Édouard Philippe, en tout cas, il pousse ses pions. Édouard Philippe, on savait qu'il avait des ambitions, c'était un secret pour personne. Mais là, Macron désormais. Mais bien sûr, mais parce que c'est l'habitude. Il a été son Premier ministre, mais il a besoin de se distinguer à partir du moment où, on le sait, dans le pays, les visions du président de la République sont majoritairement extrêmement négatives à son encontre, parce que une partie des classes populaires souffre énormément de sa politique et donc a un ressentiment très fort à son encontre. La gauche est particulièrement touchée, mais il y a également un certain nombre de classes populaires de droite qui l'identifient comme un problème. C'est notamment celles qui ont voté pour le Rassemblement national. Et donc, du coup, il doit être sur un chemin de crête dans lequel il doit s'inscrire dans la continuité en termes de politique. Parce que ce qu'il veut récupérer, c'est le pactole, c'est l'héritage macronien et le remodeler à sa sauce, peut-être plutôt dans la direction d'une reformation d'un bloc de droite. Et en même temps, il a besoin de cette prise de distance parce que c'est plus sûr pour lui et enfin voilà, il ne veut pas être attiré dans la chute que connaît le président de la République. Alors évoquons désormais ce qu'on peut appeler la perdante paradoxale des dernières législatives, la droite républicaine, avec Michel Barnier à Matignon. A-t-elle finalement gagné le jackpot ? En tout cas, ils ont effectivement une situation extrêmement minoritaire, parce qu'ils sont une quarantaine de députés, un très faible score législatif, mais
dans toutes les coalitions, lorsqu'elles sont particulièrement instables ou paritablement formées par une pratique ancrée, ce qui est le cas en France, il n'y a pas de pratique de la coalition, tout petit parti peut mener des enchères, faire monter les enchères pour pouvoir avoir un poids. D'ailleurs, ils ont été reçus par Michel Barnier, je crois que c'est Gérard Larcher et Bruno Retailleau, et ils ont présenté leurs conditions en disant pas de hausse d'impôts, pas de retour sur la réforme des retraites, reprise du plan d'urgence que la droite avait proposé, qui est en fait un plan d'austérité, de couper dans les budgets, notamment les budgets du service public, pour pouvoir assurer un budget qui réponde aux trajectoires décidées, en tout cas incitées par Bruxelles, et la réduction du déficit comme objectif. Donc il joue la carte de faiseur de roi. Cela dit, je pense que c'est aussi limité, parce que si on regarde ce qu'ont vraiment fait les Républicains par le passé, mais le passé récent, lorsqu'ils ont monté les enchères en disant voici nos conditions, rarement ils sont allés jusqu'au bout d'aller voter une motion de censure ou de prendre le risque de faire tomber la Macronie et les gouvernements qui avaient à l'époque. On peut penser à la réforme des retraites notamment. Donc, en tout cas, ils jouent leur carte à fond. Ils sont de fait aidés par le fait que le Premier ministre est de leur famille politique, sans doute par le fait qu'il nommera également un certain nombre de responsables de la droite ou qui vient de cette famille politique. Mais ils sont toujours dans une difficulté. C'est-à-dire que peuvent-ils faire la démonstration qu'ils sont une alternative à droite tant que le macronisme, en tout cas le président de la République, a la main sur qui il nomme, sur la politique comme elle va être menée. On va voir en fait quel est le rapport de force qui joue entre lui et cette coalition et quelle place ils pourront avoir. Le problème, c'est qu'en réalité, la personne la plus fragile dans tout cela, c'est Michel Barnier, puisqu'il se fonde sur un parti très minoritaire et qu'en réalité, il est adoubé par Renaissance, d'une certaine manière. Absolument, et puis pas que par Renaissance, par le Rassemblement national. Parce que c'est ça aussi la clé de voûte de cette alliance qu'on pourrait penser hétéroclite, mais qui est en fait véritablement idéologiquement solide et alignée. C'est que le Rassemblement national, c'est eux qui sont le faiseur de roi. Alors, en croire à la presse, certains disent oui, il y a eu un accord explicite, d'autres non. En tout cas, accord tacite à minima, et de fait, le Rassemblement national peut ou non faire tomber le gouvernement. Puisque la gauche a d'ailleurs annoncé qu'il y aurait des motions de censure contre ce gouvernement. Donc la question, c'est si le Rassemblement national la vote, le gouvernement tombe. Donc c'est le Rassemblement national. Barnier, justement, en parlant du Rassemblement national, est-il sur protection ou sous surveillance du Rassemblement national ? Le paradoxe, c'est que c'est les deux. Sous protection, bien évidemment, puisque le Rassemblement national a besoin de se montrer comme un parti responsable, prêt à avoir prêt à prendre les rênes du pouvoir et ne participant pas de l'instabilité institutionnelle. C'est les mots qu'utilise Jordan Bardella cette semaine pour dire nous ne participons pas à cette espèce de crise permanente des institutions parce que nous sommes un parti respectable. Donc ils ont besoin que quelqu'un vienne faire passer la pilule du budget. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables d'être constructifs au niveau de, encore une fois, ce nerf de la guerre que représente le budget avec la trajectoire de réduction des déficits, en gros la continuité de la politique de l'offre et de la politique néolibérale qui a été menée jusqu'à présent. On enlève sur les dépenses, ce qu'on appelle les dépenses, en tout cas l'investissement dans les services publics, et de l'autre côté, on continue de gaver les entreprises. Un message qui est utile aussi pour le RN, pour envoyer des signaux positifs au patronat, au milieu d'affaires, qu'il avait tenté de séduire dans les dernières législatives, avec des conférences de presse sur le programme économique du RN, pour essayer de montrer qu'ils étaient prêts à prendre la place de la droite traditionnelle, tant qu'à faire, puisque celle-ci a en plus largement cédé sur le programme xénophobe qui les rassemble aujourd'hui. Donc, à la fois, il est protégé dans le sens où il a une mission qui permet au RN d'avoir ce rôle-là, et en même temps, il est sous surveillance dans le sens où le Rassemblement national va, au bout d'un moment, avoir besoin de pouvoir, au cas où le gouvernement Barnier mène une politique que les Français jugent négative, de s'en détacher. Et d'avoir en fait des munitions dans sa poche pour pouvoir marquer son rôle d'opposant quand il en a besoin, voire de porteur d'une sensibilité différente, notamment en faveur des classes populaires. Je donne 2 exemples. Le Rassemblement national, ils ont dit là, nous voterons une censure s'il y a des augmentations d'impôts. Donc ça, c'est le symbole,
Oui, pour la continuité de la politique néolibérale, hein, pas d'impôt, l'impôt c'est le mal. Mais de l'autre côté, le Rassemblement national, en tout cas un certain nombre de ses représentants, ont dit nous, on veut faire dans notre niche parlementaire qui commencera au début octobre, une proposition d'abroger la réforme des retraites. Où nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait une diminution de la TVA sur les biens de première nécessité. Ça, c'est des munitions qui risquent de rentrer sans doute en conflit avec le programme de Michel Barnier, mais qui permettrait au Rassemblement national de prétendre être le sauveur des classes populaires françaises. Ce qui est une position dangereuse pour l'ensemble du pays, parce que ça risquerait de, encore une fois, réancrer, ou en tout cas de consolider son ancrage populaire auprès d'un certain nombre de catégories, bien que cet ancrage populaire, il est avant tout acquis au RN sur les bases xénophobes et racistes. Et c'est pour ça qu'il peut jouer ce double jeu de protection ou de surveillance. C'est que cette ambiguïté, c'est l'ambiguïté de sa position sur la scène politique. Rassurer le patronat, mais obtenir un soutien populaire. Et il est capable, du coup, d'être dans des positions très contradictoires. On pourrait rappeler que pendant les Gilets jaunes, par exemple, il avait fait tous les plateaux de télé en expliquant que augmenter le SMIC, ce serait augmenter le chômage. Le catéchisme néolibéral. Pourtant, c'était les aspirations populaires qui s'exprimaient, y compris dans ce mouvement où il y avait des membres du Rassemblement national, en tout cas des électeurs de celui-ci qui se mobilisaient contre le pouvoir. Ils n'ont pas été très rancuniers au final. Absolument. C'est ce que je disais, parce que, encore une fois, la xénophobie, c'est le cœur de ce soutien raciste. Mais voilà, le Rassemblement national, il sait jouer de cette ambiguïté, et Michel Barnier lui permet de cultiver cette ambiguïté encore un peu plus longtemps, le temps qu'en embuscade, il attende la prochaine occasion pour se saisir, lui, d'une majorité à l'Assemblée. En attendant la formation du gouvernement, dans quel état la gauche vit cette nouvelle donne politique qui nie sa victoire législative? Quelles sont les positions qui se dégagent de ce camp politique? Le NFP est-il perclus de contradictions déjà? En tout cas, en l'apparence, on pourrait se dire le nouveau Front populaire a quand même résisté dernièrement en étant uni, en continuant d'être sur une position qui avait été nous voulons Lucie Castet à l'Assemblée nationale parce que le NFP est la formation politique qui est arrivée en tête des élections. Sous-entendu, elle a gagné. Et nous ne participerons pas d'une autre aventure qui nous est proposée. On a vu quand même qu'en dehors de cette unité, ça a été une unité qui a été acquise avec difficulté, notamment si on regarde du côté du Parti socialiste, ou l'aile droite du Parti socialiste. Pensez à des personnalités comme Nicolas Meyer-Rossignol, Hélène Geoffroy, Jérôme Guedj et François Hollande ont tenté à l'intérieur du Parti socialiste de demander un soutien à un possible gouvernement mené par Bernard Cazeneuve, ont ensuite toute cette semaine raconté que si Michel Barnier avait été nommé, c'était la faute de la gauche, parce qu'elle aurait été trop pure, trop puriste, et qu'elle aurait refusé de nommer Bernard Cazeneuve, cet homme de gauche qui s'était illustré au gouvernement Hollande en appelant à utiliser des gendarmes pour tirer sur des militants écologiques, et j'en passe et des meilleurs, en ayant soutenu toute la politique de l'offre du gouvernement de François Hollande. Donc, il y a une fracture qui est en tension. En tout cas, il y a un point de contradiction à ce niveau-là. Et sans doute sera-t-il réglé en 2025, au début 2025, il y a un congrès du Parti socialiste. Mais enfin, en tout cas, cette gauche-là, on a bien vu que c'est une gauche qui se propose en fait à une alliance avec une autre partie de la droite néolibérale. Et en fait, c'est la première option, en gros. C'est ça. Pour moi, c'est la même option qu'Édouard Philippe. Je rappelle qu'Édouard Philippe, il a dit il y a une possibilité d'avoir un gouvernement de la social-démocratie constructive à la droite républicaine. Enfin, ces gens-là ont dit nous, on tend la main à ça quand ils disent tant que le capitaine, c'est Bernard Cazeneuve. À mon avis, c'est une gauche qui, en tout cas, une gauche qui se prétend l'être et qui devrait être mise en quarantaine pour pouvoir construire une alternative. Ça, c'est la première position. La deuxième position, elle est, je pense, illustrée par ce que le Parti socialiste de Olivier Faure représente. Des gens qui ont dit nous dénonçons un coup de force institutionnel de la part de Macron par cette nomination de Michel Barnier. Néanmoins, nous n'allons pas plus loin. Parce que quand ils n'appellent pas, par exemple, à manifester le 7 aux côtés des organisations de jeunesse, c'est une manifestation qui s'est tenue à Paris et dans plusieurs autres villes de France. 140 rassemblements en France, c'est assez important pour une manifestation appelée à peine une semaine, je dirais, avant. Et ils ont refusé d'y participer. C'est-à-dire qu'on retrouve un Parti socialiste qui peut jouer une carte d'opposant à Emmanuel Macron parce qu'il sait qu'il a trop à perdre
de ne pas le faire, mais qui néanmoins n'est pas prêt à aller beaucoup plus loin, hein, et qui attend et qui ne sait pas comment se positionner dans une crise politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours vécu au sein de la Ve République, c'est des institutions qui les ont nourris, cet appareil-là en tout cas, et qui ne savent pas comment se défaire, hein, de ce lien institutionnel qui a fait toute sa politique et toute son histoire. En tout cas, pas toute son histoire, mais une grande partie dans les 40 dernières années. Et donc, c'est la position intermédiaire, on va dire. On joue l'opposition, mais une opposition qui n'est pas active et qui, en gros, joue la montre. Et puis il y a une troisième position qui se dégage et qui est la question de si opposition à Emmanuel Macron il y a, quel est son rôle et comment, hein, concrètement proposer une confrontation, hein, à Emmanuel Macron si on dénonce son coup de force. Et en gros, autour de l'espace parlementaire, c'est autour de la France insoumise, mais qui va bien plus large à l'intérieur du camp social, que ce soit d'un côté d'un certain nombre de syndicats ou d'autres partis de gauche, hein, comme le nouveau parti anticapitaliste. Et là, on est sur deux chemins. D'un point de vue institutionnel, il y a la proposition de la France insoumise de voter une destitution du président de la République, qui est une procédure, hein, que permet la Constitution, et qui est une tactique de clarification du champ politique. La France insoumise dit cela, hein. Ils disent on va voter, et ceux qui votent pour la destitution, c'est les gens qui sont dans l'opposition, et ceux qui votent contre cette destitution, c'est des gens qui soutiennent donc la continuité de ce gouvernement et qui donc sont membres d'une majorité, qu'elle soit en coalition ou non. Donc c'est un but de clarification. Et puis il y a une deuxième partie qui se joue en dehors de la chaîne institutionnelle et qui est la question de la mobilisation. Il y a la chaîne institutionnelle semble verrouillée de toute façon. Absolument. En tout cas, le risque pour la gauche, c'est de se dire que si elle ne fait que jouer la scène institutionnelle alors qu'elle la voit comme verrouillée, elle risque de s'enfermer dans une forme de position déploratoire. Ah non, Emmanuel Macron ne respecte pas les règles. Il n'était pas connu pour être un fin démocrate. Et finalement, forger une forme d'impuissance politique en se mettant dans cette position de tout le temps commenter sa propre impuissance à changer les choses à l'intérieur de mécanismes qui sont effectivement verrouillés. Et c'est pour ça que la gauche, en tout cas le camp social qu'elle représente, n'a toujours été puissant qu'à la mesure du fait que sa représentation puisse s'appuyer sur un mouvement populaire fort, des soutiens populaires, une organisation, hein, de mobilisation avec des directions précises. Et c'est ça toute la question. On va voir dans la période, hein, après la nomination du gouvernement, à l'avenue du budget, au moment où sera voté ou non, on verra la destitution. Qu'est-ce que propose la gauche au sens général du terme, comme mobilisation? Cette mobilisation, elle doit trouver des chemins concrets pour dire qu'est-ce que ça veut dire destitution? Est-ce que ça veut dire il faut obtenir le départ de Emmanuel Macron, mais est-ce que derrière il n'y a pas un autre message à passer? Par exemple, il faut une constituante pour changer les institutions qui sont verrouillées et qui justement empêchent la possibilité d'une pratique démocratique. Est-ce qu'il faut l'avènement d'une sixième république? Est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a des comités, par exemple, d'organisation d'une constituante pour l'appel à une sixième république, ou des comités, par exemple, de défense du service public dans un contexte où le budget risque de frapper très très durement les services publics, notamment l'hôpital, etc. Donc la question, c'est quelle est la direction concrète que donne la gauche et comment elle s'appuie sur une mobilisation populaire à forger. Et là, s'ouvre une question aussi au niveau syndical, c'est qu'il y a un appel le 1er octobre, il me semble, des forces syndicales avec différentes revendications. Et quel est le lien avec le Nouveau Front Populaire? Parce que je rappelle que la différence, hein, entre le Nouveau Front Populaire et la NUPES, c'est que la NUPES était essentiellement un cartel de partis. Or, le Nouveau Front Populaire avait émergé avec l'idée que ce serait un peu plus que ça, avec une participation des syndicats, de la société civile organisée, et que c'était sa force de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Si ça n'était pas le cas par la suite, ça risquerait de le dévitaliser et de l'enfermer dans les mêmes problèmes qu'a connu la NUPES, et donc avec des contradictions politiques à gérer. Merci Paul. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir regardé le fond de l'info avec Paul Elec sur le média, sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force à vous aussi en restant connecté aux médias.